Donc, je suis le père d'un jeune homme qui a fêté ses 30 ans il y a quelques mois, et qui est autiste de Caner. Bon, je ne vous fais pas la description, elle a déjà été faite souvent. Et quand il était enfant, bien sûr, j'aurais rêvé qu'il puisse aller à l'école ordinaire. Bon, ça ne s'est pas fait, ça n'existait pas à l'époque. Bon, et je trouve que le projet actuel d'inclusion scolaire de tous les enfants handicapés, que c'est un magnifique projet, qu'on ne peut qu'applaudir au discours sur le refus des exclusions, des ségrégations, sur l'apport que ça peut avoir aussi pour tous les enfants d'être confrontés très jeunes à la différence, que ça peut leur apprendre la tolérance, ça peut leur donner une certaine distance aussi par rapport à beaucoup de choses. Bon. C'est très bien, mais est-ce que c'est possible pour tous ? À l'heure actuelle, avec le recul de l'âge et de l'expérience, je me pose des questions sur les limites de ce projet. Je précise bien, à l'école ordinaire, dans une classe ordinaire. Bon, je ne parle pas des passerelles pour y arriver, comme celle qui vient d'être décrite, comme d'autres aussi. Je pense par exemple à la méthode des 3I ou à d'autres approches qui permettent aux enfants d'acquérir les prérequis nécessaires pour pouvoir rester assis en classe, pour pouvoir supporter les bruits, le mouvement, la présence des autres. Tout ça, pour un enfant autiste sévère, c'est quelque chose d'insupportable. Le bruit d'une cour de récréation, pour un autiste de Caner, c'est l'enfer absolu. Ça rentre par ses oreilles, ça rentre par tous les pores de sa peau, et ça peut produire une terreur que vous n'imaginez pas si vous n'avez jamais été confronté à ces enfants. Toute la vie quotidienne en classe, c'est insupportable pour un enfant qui souffre d'un autisme sévère. Les autres sont trop près, trop présents. Le fait que certains puissent vouloir les toucher, c'est insupportable pour eux. Un enfant autiste de Caner ne va pas accepter qu'on le touche. Si on le touche, c'est comme si vous transperciez son corps. Il n'a pas la sensation d'avoir un corps, d'avoir une peau, d'avoir quelque chose qui le protège. Bon. Et donc, les contacts sont quelque chose d'extrêmement intrusif pour eux. Vouloir à tout prix leur imposer ce cadre-là lorsqu'ils ne sont pas prêts, ça peut être terrifiant et ça peut aussi conduire à une mise en échec de l'ensemble de la classe. J'ai eu le récit une fois d'une institutrice qui me racontait qu'elle avait un enfant comme ça qui était terrorisé, qui se cachait sous son bureau, qui poussait des hurlements qui faisait qu'elle ne pouvait pas faire cours. Et la seule solution qu'elle avait trouvée, c'était de le prendre dans les bras, de le serrer contre elle et de faire son cours avec l'enfant dans les bras. Bon. Et elle a fait ça d'un bout à l'autre de l'année. Bon. Alors, c'est très bien, elle a pu trouver cette solution. Si elle avait eu 2 enfants autistes dans la classe ou 3, je ne sais pas si elle aurait eu suffisamment de bras. Et puis, la question surtout, c'est qu'est-ce que dans un cas précis, comme celui-là, cela a apporté à l'enfant ? Est-ce que ça l'a aidé à progresser ? Est-ce que ça l'a apaisé ? Est-ce qu'il a pu acquérir des connaissances ? Est-ce qu'il a pu se construire grâce à ça ? J'en doute beaucoup. Bon. Et le résultat de ces situations intenables, dans lesquelles on place souvent les professeurs des écoles et tous les autres enfants de la classe, conduisent inévitablement à des rejets massifs, souvent brutaux et très traumatisants pour les enfants et pour leur famille. J'ai assisté il y a quelques années à une réunion organisée par l'inspectrice du département où j'habite avec les instituteurs, enfin les professeurs des écoles, on dit maintenant, qui accueillaient des enfants handicapés. Bon. Et la question qui revenait régulièrement,
C'était qu'est-ce qu'on peut faire avec un enfant qui ne tient pas en place, qui hurle, qui n'est pas propre, qui se déshabille en classe, qui n'accepte pas un vêtement, qui veut rester tout nu en permanence, qui fait ses besoins au milieu des autres, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire dans cette situation-là? Dites-nous, on est prêt à faire ce qu'il faut, mais on ne sait pas. Et l'inspectrice avait dit, eh bien, quand c'est comme ça, si les parents ne veulent pas entendre raison, il faut déposer plainte auprès du procureur de la République pour maltraitance. Bon. Vous imaginez la violence de cette solution. Bon. Et pourtant, quand on arrive dans des situations complètement bloquées, parce que de part et d'autre, il n'y a pas de possibilité de trouver un compromis, une solution satisfaisante pour tout le monde, eh bien, le résultat est souvent pire que tout ce qui avait pu être imaginé au départ. Là, on touche aux effets pervers de la loi de 2005. Bon. C'est très bien que tous les enfants aient la possibilité d'aller expérimenter l'école ordinaire. Mais lorsque ce n'est pas possible, lorsque ce n'est pas bénéfique pour l'enfant, le critère principal étant l'enfant et si c'est bien pour lui ou pas, il faut trouver d'autres solutions. Alors les solutions, ça peut être dans un premier temps déjà de trouver des passerelles pour qu'il acquiert les prérequis nécessaires à sa présence en classe. Et puis surtout, c'est un panachage de différentes choses. C'est quelques heures en classe et puis le reste du temps en IME ou dans des ateliers classes dans les hôpitaux de jour, ou différentes choses. Il y a à construire un programme sur mesure en fonction des réalités de l'enfant et pas de l'idéologie des bonnes intentions. J'ai souvent l'impression que les politiques ne se rendent pas compte des réalités. Il y a près de 2 ans, en juillet 2017, j'ai été invité avec d'autres représentants associatifs pour le lancement du 4e plan autiste qui avait lieu à l'Élysée. Emmanuel Macron a dit quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Il a dit « Le problème avec l'autisme, contrairement à d'autres handicaps, c'est que ça ne se voit pas. » Alors là, j'étais vraiment étonné. Je dis « Bon, l'autisme, ça ne se voit pas, mais il a vu quels autistes dans sa vie ?» Alors, bien sûr, il y a les autistes dont on parle tout le temps ou qui passent à la télé, comme par exemple Joseph Chovanec, qui est quelqu'un de passionnant, qui a eu un parcours exceptionnel. Il y en a d'autres, comme Daniel Tammet, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez. Bon, c'est quelqu'un qui a réussi à mémoriser les 15 000 premières décimales de pi et à les réciter ensuite. Bon. Ou bien qui a appris l'islandais en 1 semaine. L'islandais, c'est une des langues européennes les plus difficiles. Il a appris ça en 1 semaine et au bout d'1 semaine, il a pu avoir une interview à la télé islandaise en islandais. Alors, c'est extraordinaire. On peut réfléchir d'ailleurs à la façon dont ils s'y prennent pour mémoriser tout ça. Bon. Daniel Tammet l'explique très bien d'ailleurs, et ça peut être utilisé en pédagogie. Bon. C'est-à-dire qu'il a découpé en différentes séquences l'alignement des chiffres. Bon. Et puis pour lui, les chiffres ont tous une personnalité. Ce n'est pas abstrait. Chaque chiffre a une texture, une couleur, une odeur, une histoire. Donc ce sont des personnages. Et en découpant pi en différentes séquences, il se construit une histoire. Et ensuite, il se récite cette histoire dans sa tête et il a les chiffres, le défilé des chiffres. Et c'est comme ça qu'il réussit à mémoriser une telle quantité d'éléments ce qui pour nous est impensable parce qu'on ne voit que l'abstraction du chiffre. Il y a sans doute beaucoup à apprendre en pédagogie à partir de ce témoignage, de cette expérience de Daniel Tammet. Malheureusement, tous les autistes, et même la majorité des autistes,
ne sont pas comme Daniel Tammet ou Joseph Chovanec. Bon. Je pense par exemple au fils d'une militante associative que je connais, qui a 50 ans maintenant, qui ne parle pas, qui n'a jamais réussi à supporter un vêtement sur la peau, qui est toujours tout nu, qui n'est pas propre, qui déchire son matelas, bon, et qui dort sur une planche de bois depuis 50 ans. Bon. Ça, c'est aussi une réalité de l'autisme, qu'on cache en général, parce que ça dérange, et aussi parce que souvent, les familles ne veulent pas montrer cet aspect de l'autisme. Il y a aussi, parmi les autismes, ceux qui ne supportent pas du tout le contact physique, je vous en ai déjà parlé, mais qui peuvent y réagir de façon violente. C'est-à-dire que si vous essayez de les toucher, de leur serrer la main, vous prenez le risque de recevoir un coup. Et donc, avec des enfants qui ont ces troubles sévères du comportement, l'école, la présence en école ordinaire, dans une classe ordinaire, pour moi, c'est un leurre. Bon. Et c'est un leurre qui les conduit et qui conduit les familles à un échec. Mais c'est difficile d'entendre ça pour de jeunes parents, parce qu'il nous faut un temps infini pour admettre que notre enfant n'est pas comme les autres et ne pourra pas avoir la même vie que les autres. Pour vous donner un exemple personnel, vous savez peut-être que quand on a un enfant handicapé, on a droit à une allocation qui s'appelle l'allocation d'éducation spéciale, bon, qui permet de couvrir des frais liés au handicap. Bon. J'ai mis 8 ans pour accepter de faire la demande de l'allocation d'éducation spéciale. Parce que pour moi, faire cette demande, c'était admettre le handicap. Et c'était d'une certaine façon condamner mon enfant. C'était presque renoncer à ce qui soit normal. Bon. Donc c'était insupportable de faire cette demande. Bon. Je n'ai pu me résoudre à faire la demande que lorsque, n'ayant pas de solution pour lui en France, parce qu'il n'avait bien sûr pas de scolarisation en milieu ordinaire, ni même de place en IME, ni même de place en hôpital de jour dans le département, j'ai été obligé de le placer à l'étranger, en Suisse précisément, parce que j'habite en Haute-Savoie. Bon. Et là, il fallait que je fasse ces demandes, parce que sinon ça ne passait pas. Donc il a fallu que je fasse la demande, mais c'est contraint et forcé que je me suis résolu à ça. Et donc je comprends parfaitement tous les parents qui insistent pour que leur enfant aille à l'école ordinaire, reste à l'école ordinaire, quelles que soient les difficultés. Bon. Et la loi leur donne raison et leur permet d'insister, même si ce n'est pas forcément bénéfique pour leur enfant, parce qu'il y a des tas de choses dans le fonctionnement de l'école telle qu'elle est aujourd'hui. Je ne parle pas de l'école idéale, adaptée, qui ne soit pas agressive sensoriellement pour eux, qui soit adaptée aussi à leur façon d'apprendre les choses, à leur façon d'entrer en communication avec les autres. Bon, mais pour le moment, ce n'est pas ça. Ça ne va pas changer demain. Et en attendant, je pense que affirmer que tous les enfants vont pouvoir suivre une scolarité en milieu ordinaire, c'est un leurre. Et c'est un leurre qui va faire beaucoup de dégâts. Bon. On a l'habitude en France, comme ça, des prises de position idéologiques, ou au nom de certaines de prétendues valeurs, au nom de la non-discrimination, on refuse de voir la réalité, on refuse de voir les différences qui sont des différences réelles, bon, et d'en tenir compte. Bon. J'ai été enseignant pendant 35 ans et j'ai vécu le passage à la loi Haby. Alors la loi Haby, ça vous dit peut-être rien, c'était dans les années 70. C'est une loi qui a fait que tous les enfants devaient suivre la même scolarité jusqu'en seconde, parce qu'il ne fallait pas de discrimination. Donc tous les enfants, quel que soit leur décrochage scolaire, restaient au collège. Bon, en plus, parallèlement à ça, il n'y avait plus de sanctions possibles au collège, ni à l'école en général. Bon. Ce qui fait que vous vous retrouviez, à partir de la 5e, ça commençait, mais surtout à partir de la 4e,
il y avait 20 à 30% des élèves qui avaient décroché, qui ne s'intéressaient plus du tout à l'école, bon, et qui rendaient la classe souvent impossible. Bon. Mais il ne fallait pas de discrimination, donc on ne leur proposait rien d'autre, un apprentissage par exemple, ou une autre voie, ou une autre façon d'apprendre. Il fallait que tous les enfants restent dans le même moule pour ne pas faire de discrimination. Et ça a duré des décennies, hein, pendant lesquelles les classes étaient difficilement tenables. J'ai un peu peur aujourd'hui qu'avec cette illusion de l'inclusion pour tous à tout prix, qu'on se mette dans la même ornière, hein, qui ne sera bonne pour personne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, hein. Je pense qu'il faut faire l'expérience avec tous les enfants, quelles que soient leurs difficultés. Parce qu'on peut aussi avoir de bonnes surprises, hein. On ne sait jamais comment une personne va réagir. On ne sait jamais comment son voisin va réagir. On ne sait pas comment son conjoint va réagir. Bon, et on ne sait pas non plus avec un enfant handicapé comment il va réagir. On ne peut pas prédire ça, hein. Et puis, si on sent qu'il y a une accroche, il faut soutenir, hein, et essayer d'aller le plus loin possible. Mais quand ce n'est pas possible, il faut l'accepter et il faut prévoir autre chose. Il faut tricoter quelque chose, hein, du sur-mesure, qui sera adapté à la réalité des enfants. Dans les expériences scientifiques concernant l'autisme, qui peuvent nous éclairer sur la façon de s'y prendre avec un autiste, il y a deux expériences qui m'ont beaucoup marqué et qui, à mon avis, devraient servir pour tout le monde. La première, c'est une expérience qui a été faite par une chercheuse qui s'appelle Jacqueline Nadel. Jacqueline Nadel voulait étudier les capacités d'imitation chez les enfants autistes, en partant du principe que l'imitation est à la base de tous les apprentissages. Alors, elle a fait une chose très simple. Elle s'est installée dans une salle où elle était seule au début et elle s'est assise en position de statue, complètement immobile. On laisse ensuite entrer un enfant autiste. Il fait comme tout bon autiste, c'est-à-dire qu'il l'ignore superbement, il se promène et il fait comme si elle n'était pas là, comme si elle n'existait pas. Et elle reste comme une statue. Au bout d'un moment, il s'approche un petit peu, doucement, il fait des cercles, il va, il vient, il fait semblant de ne pas la regarder tout en la regardant, jusqu'à venir la regarder sous le nez, hein, et être vraiment intrigué par son comportement. Et là, elle imite un mouvement qu'il vient de faire. Et il y a une réaction de stupeur, mais en même temps de jubilation de l'enfant, de voir qu'elle est peut-être qu'elle est vivante et qu'il a réussi à la ressusciter, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette réaction de stupeur et de jubilation. Bon. Et là, il lance un second mouvement et la personne imite à nouveau ce mouvement. Et elle commence comme ça tout un jeu d'imitation avec lui. Il y a dans la salle différents objets en double. Hein. Elle prend un objet, elle fait quelque chose avec, lui prend l'objet correspondant et l'imite. Bon. Et au bout d'un moment, l'enfant accepte d'inverser les rôles, hein, de prendre lui l'initiative et que ça change ensuite. Bon. Alors, ce que montre cette expérience, pour Jacqueline Nadel, cela signifie que l'enfant autiste est capable d'apprentissage. Bon. Mais pour moi, ça va beaucoup plus loin. Et il y a des choses beaucoup plus intéressantes que ça. Et ce qui me semble très intéressant, c'est que ce qui a permis à l'enfant de prendre le risque de la rencontre, de prendre le risque de regarder l'autre, d'entrer en contact avec lui, d'accepter le jeu que l'autre lui propose, c'est qu'elle n'était pas en position de toute puissance, c'est qu'elle l'a attendu, hein, qu'elle s'est mise à sa hauteur, hein, et qu'elle l'a laissé démarrer. Bon. Et c'est ce positionnement-là, hein, qui est le positionnement stratégique pour tout travail avec un enfant ou une personne autiste. Si on se place dans la position traditionnelle de l'enseignant, qui s'imagine qu'il détient le savoir,
et que son rôle est de transmettre son savoir aux enfants qui sont là pour faire les efforts nécessaires aux apprentissages. Ce schéma-là, avec un enfant autiste, ne peut pas marcher, parce que c'est totalement contraire à son être. Alors certains penseront que ce sont ses neurones qui ne fonctionnent pas bien, d'autres que son programme génétique n'est pas bien. On peut donner des tas d'explications différentes sur le pourquoi de ces comportements. Finalement, ça n'a pas vraiment d'importance, et puis ce ne sont que des hypothèses de travail. Jamais aucun généticien n'a pu trouver le gène de l'autisme. Tout au plus, on a trouvé des gènes de l'autisme qui, dans une certaine combinaison et dans certaines situations, peuvent peut-être être à l'origine de l'autisme, mais jamais, on n'a jamais trouvé le gène de l'autisme, contrairement à ce qu'on espérait il y a quelques années. À tel point qu'un des chercheurs les plus réputés sur ce domaine-là a écrit un livre qui s'appelle « Autisme, le gène introuvable ». C'est la même chose un peu pour les neurologues, qui partaient de l'hypothèse que l'autisme, c'est forcément des circuits neuronaux défaillants. Bon. Et on essaye de déterminer quelles sont les zones du cerveau qui ne fonctionnent pas, à partir de toute une imagerie médicale. Bon. Sauf qu'à l'heure actuelle, il n'y a aucune imagerie médicale qui permette de poser le diagnostic d'autisme. Et jusqu'à présent, on pose le diagnostic d'autisme à partir de l'observation clinique du comportement. Tout ça pour dire qu'il faut être très prudent sur les affirmations quant à l'origine de l'autisme. Bon, de l'autisme et encore plus des autismes. Parce que entre Joseph Chovanec, Daniel Tamé et un autiste sévère, bon, sans compter tous les psychotiques qu'on a intégrés maintenant dans les troubles du spectre autistique, mais qui parlent parfaitement depuis la naissance, et qui n'ont pas du tout les mêmes, qui ne sont pas du tout dans la même problématique que les autistes, ça fait quand même une possibilité d'origine différente très très importante. Donc, mais on peut avoir pour les autistes certains points de repère. Et un point de repère pour moi, ce sont ces expériences de Jacqueline Nadel. Un autre point de repère nous est donné dans le livre de Timpel Grandin qui s'appelle « Ma vie d'autiste », où elle explique, elle allait en vacances chez sa tante qui faisait un élevage de bétail, et qu'elle avait remarqué qu'au moment où les bovins partaient à l'abattoir et qu'ils étaient très stressés, à la dernière étape, on les mettait dans ce qui s'appelle la trappe à bétail, où leurs flancs étaient pressés par de planches, et que le fait d'être serré comme ça dans cette trappe à bétail, ça avait un effet apaisant immédiat sur les bovins, à tel point qu'elle a voulu essayer. Et elle a demandé à sa tante de tirer sur la corde quand elle rentrerait dans la trappe à bétail. Bon, sa tante, au début, trouvait ça un peu farfelu, mais elle a insisté et elle a fait l'expérience. Elle a demandé à sa tante de tirer sur la corde et elle a constaté immédiatement un effet extrêmement apaisant, à tel point qu'elle s'est constituée une trappe pour elle, qu'elle l'a amenée ensuite, parce qu'elle a pu faire des études à l'université, elle l'a amenée dans sa chambre d'étudiante, et quand elle se sentait pas bien, elle se mettait dans sa trappe, elle tirait la corde, et elle avait un effet apaisant immédiat. Bon. Qu'est-ce que ça montre, cette expérience? Ça montre qu'une personne autiste a un besoin d'être contenue, que du fait qu'elle ne perçoit pas ses limites corporelles, qu'elle ne sait pas que son bras, c'est son bras, son corps, c'est son corps, ou en tout cas, même quand elle le sait, c'est pas très assuré. Hier, quelqu'un dans une institution où j'étais m'a raconté qu'un jour, elle avait, pour jouer, elle avait soulevé un jeune garçon autiste, et qu'il avait poussé un cri de terreur, et qu'il lui avait dit immédiatement après « J'ai eu peur que mes jambes tombent ».
Ça veut dire qu'il y a souvent une sensation de morcellement du corps, hein, et que cette sensation de morcellement peut être apaisée par ce qui peut être contenant. Alors, ce qui peut être contenant, c'est la trappe à bétail, c'est aussi les bras des parents. Bon. Ce qui a apaisé mon fils quand il était tout petit et qu'il hurlait toute la nuit, c'était de le prendre dans les bras, de le serrer et de lui chanter une berceuse ou de lui parler. Ça avait un effet apaisant. De même, l'eau a presque toujours un effet apaisant sur les autistes, en particulier l'eau chaude, hein, quand on peut aller dans des sources thermales. Bon, parce que l'eau permet aussi de sentir sa peau, de sentir son corps. Et bon, c'est l'explication que je me donne pour l'effet apaisant, en tout cas, qu'on constate avec l'eau. Bon, alors, j'avais dit que je ferais une introduction courte, c'est mal parti, alors je vais conclure. Ce que je voulais vous dire, c'est que il faut essayer tout ce qu'on peut essayer avec une personne autiste, parce qu'on ne trouve la bonne réponse que par tâtonnement, hein, et qu'en écoutant ses enfants ou ses adultes, hein, et en construisant avec eux ce qui peut leur convenir, ce qui peut les aider à se sentir moins mal dans leur peau, ce qui peut les aider à se construire en tant que sujet, et ensuite à accepter le rapport à l'autre et à accepter les apprentissages. Mais il ne faut jamais oublier, hein, dans n'importe quel projet, hein, que dans l'autisme, comme dans bien d'autres domaines, l'enfer est souvent pavé de bonnes intentions. Oui. Bon, le lien avec les familles est indispensable, à mon avis. Bon. D'abord, parce que les familles connaissent bien leur enfant. Bon, je vais vous donner un exemple simple. Mon fils, là, entre-temps, a acquis le langage, la propreté, l'autonomie dans les gestes de la vie quotidienne, etc. Bon, il vit dans un foyer pour adultes bon, il arrive à exprimer verbalement ce qu'il veut, bon, sans employer le jeu. Bon, il commence à l'employer un peu, mais pas systématiquement. Et puis, il n'articule pas toujours très bien. Bon. Alors, sa mère et moi, on le comprend, parce qu'on a l'habitude, on sait, et puis on sait à quel moment tel mot est apparu, etc. Mais les éducateurs, pas toujours. Bon. Donc, c'est très important, quand on va le chercher le vendredi après-midi, de passer 5 minutes avec les éducateurs pour leur demander comment s'est passée la semaine, et puis de quoi il a parlé, et est-ce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas comprises. Bon. Et ça permet de décoder ce qu'ils ont entendu sans comprendre. Bon. Ça permet aussi de leur expliquer que certains mots ne leur sont pas adressés. Hein. Je vais vous donner un exemple. Il y a 3 ans, ma femme était au volant avec Boris dans la voiture et quelqu'un lui a fait une queue de poisson et elle a crié « connard ». Bon. Depuis 3 ans, Boris de temps en temps dit « connard ». Bon. Sauf qu'en institution, quand sans raison apparente, hein, il dit « connard », la personne se sent interpellée et donc peut mal réagir. Bon. Donc, lui expliquer que ça ne s'adresse pas à elle, hein, que ce mot, eh ben, il expérimente la sonorité du mot, hein, parce que les autistes adorent jouer avec la sonorité des mots. Hein, et c'est un mot, c'est pas uniquement c'est pas uniquement le signifié, c'est aussi le signifiant, c'est-à-dire l'enveloppe, le contenu, la sonorité. Bon. Et donc, jouer avec ces sonorités, ils aiment bien faire ça. C'est comme un bonbon qu'on suce. Bon. Et si on n'explique pas ça aux accompagnants, eh ben, on va vite au conflit.
Donc, c'est indispensable d'avoir ce contact-là. Alors, autre chose par rapport aux familles, au rapport des familles aux institutions, c'est que les familles sont la plupart du temps dans un état de grande détresse et ont tendance à considérer que les institutions ne font pas ce qu'il faut. Bon, inversement, très souvent, vous avez des éducateurs qui racontent que ça se passe très bien dans la semaine, puis après que le jeune ait passé le week-end dans sa famille, il revient complètement tordu et qu'il faut qu'ils recommencent leur travail. Donc la méfiance est des deux côtés. Et c'est très important qu'il y ait un dialogue pour établir une relation de confiance, qui est bénéfique pour tout le monde, qui est bénéfique pour les enfants, qui est bénéfique pour les accompagnants et pour les familles. Mais ça ne se crée pas du jour au lendemain et c'est quelque chose de difficile. Et lorsque ce n'est pas le cas, vous pouvez avoir effectivement des parents qui peuvent être insupportables, je le reconnais volontiers. Enfin, le caractère insupportable étant tout relatif, puisqu'en fait, la professeure gère de la douleur, voilà, de la souffrance. Je pense qu'une fois qu'on a compris ça, on a peut-être une capacité de tolérance et d'empathie beaucoup plus importante. Voilà, je pense que l'empathie, en ce qui concerne le professeur de l'éducation nationale, me semble absolument fondamentale. Enfin, on l'a vu, autant parce que l'empathie peut nourrir une réflexion pédagogique, donc quelque chose de très professionnel, mais surtout ne pas nier l'humain, donc l'humain au travers de l'enfant, puis l'humain au travers de ses parents. Voilà, je pense que ça reste fondamental. Enfin, il me semble pour nous, professeurs des écoles. Je veux dire, un professeur des écoles qui n'aurait pas d'empathie, je me demande vraiment ce qu'il ferait dans l'éducation nationale. Je pense qu'on est tous d'accord. Oui, sauf que c'est difficile de ne pas se sentir visé ou concerné par le comportement d'un enfant ou même d'un autre adulte. On a toujours tendance à prendre tout pour soi. Par exemple, même dans la vie quotidienne, vous croisez quelqu'un que vous connaissez et puis il fait semblant de ne pas vous voir ou vous avez l'impression qu'il vous fait la gueule. Et ben, immédiatement, vous vous demandez, mais il me fait la gueule, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi il m'en veut, etc. Ça, c'est le réflexe naturel. Mais ce n'est pas naturel d'aller se dire, ben, il a peut-être vécu là tout de suite quelque chose de difficile, ou il était dans la lune, ou il a mal dormi, etc. Ce n'est pas la première réaction. Ça vient après. Après, on se dit, oui, après tout, si je ne suis peut-être pas visé, c'est peut-être autre chose. Mais la première réaction, c'est de se sentir visé. Pour une anecdote là-dessus, mon fils a acquis la propreté très tard. Entre parenthèses, ça, pour des enfants, pour aller à l'école, c'est quand même compliqué. En maternelle, ça va, c'est admis, mais au CP, plus difficilement, dans les classes d'après, pas du tout. Et puis, à un moment donné, il avait pris l'habitude de faire ses besoins dans une bonbonnière de ma femme. Et elle vivait ça très très mal. Pour elle, il faisait ça littéralement pour la faire chier. Bon. Et il lui a fallu beaucoup de temps et beaucoup de soutien aussi de psy pour comprendre que ce n'était pas une agression envers elle, que c'était le besoin qu'il y ait un contenant pour son caca, qu'il avait choisi ça, que cet objet-là, c'était le sien, et que c'était peut-être une façon pour lui de lui faire un cadeau, comme le font les enfants en donnant leur caca dans le pot de chambre à leur maman. Mais qu'il l'ait fait dans sa bonbonnière et pas dans le pot de chambre ou pas dans les WC, ça a été vécu dans un premier temps comme une agression. Et c'est cette façon de raisonner dont il faut se départir pour pouvoir accompagner des enfants autistes, et peut-être les autres aussi. Avant de laisser la parole à M. Tisler et à Alain Perron,
J'aimerais bien que vous nous parliez de votre association. Pendant 2-3 minutes, la présenter rapidement. Bien. Alors, depuis un certain nombre d'années, j'étais surpris, alors que l'autisme, c'est quelque chose de très complexe, que certains prétendent qu'il y avait la solution pour les enfants autistes et qu'il y en avait une seule. Bon. Je veux parler de la méthode ABA. Et qu'on fasse la promesse aussi aux autorités publiques qu'on pouvait guérir un enfant autiste sur 2 à condition qu'il suive cette méthode de façon intensive et précoce, 40 heures par semaine. Bon. J'avais du mal à y croire. J'ai regardé des expériences, des films, je suis allé à des conférences. Et puis, il y avait des choses qui, pour moi, étaient inacceptables. C'était le côté robotisation de l'enfant et le fait que ça ne laissait pas place à sa subjectivité. C'est-à-dire que dans cette méthode, si l'enfant donne la réponse que vous attendez de lui, il obtient une gratification. S'il n'obtient pas, si l'éducateur n'obtient pas la bonne réponse, dans la méthode de départ, il doit être puni. Ce qui était fait au départ, ils avaient une ceinture électrique avec une batterie et ils recevaient une décharge électrique. Bon, ça a été interdit depuis, ça a été remplacé par autre chose, c'est qu'on leur fait la gueule. Bon. Mais c'est un peu le système de la carotte et du bâton. Alors c'est vrai que tout parent utilise aussi, d'une certaine façon, la carotte et le bâton. Mais de façon répétée comme ça, 40 heures par semaine, ça me semblait très violent. Et en tout cas, je ne voulais pas ça pour mon fils. Et je ne pensais pas que ça pouvait l'aider à exister en tant que sujet. Parce que pour exister en tant que sujet, il faut avoir la possibilité de dire non. Tous les enfants passent par une phase où ils disent non à tout ce que vous leur proposez. Bon. Et c'est important parce que c'est ce qui leur permet d'exprimer ce qu'ils veulent et de ne pas être uniquement le jouet de l'autre qui est là pour faire ce qu'on attend de lui. Bon. Et cette possibilité de subjectivation par le refus n'existe pas dans cette méthode. Donc, quand le discours dominant est devenu qu'il n'y avait que cette solution, que tout le reste ne valait rien, j'ai pensé qu'il fallait créer une association de parents qui défendent une approche plus variée, plus plurielle des autismes, afin de ne pas les enfermer dans un schéma aussi réducteur. Et c'est comme ça que j'ai créé le rassemblement qui s'appelle le RAP, le Rassemblement pour une approche des autismes humaniste et plurielle. Bon. C'est aussi avec cette association qu'on a fait échec il y a 2 ans au projet du député Daniel Fasquelle qui voulait interdire et pénaliser l'usage de la psychanalyse avec des autistes et qui voulait rendre opposable, c'est-à-dire donner force de loi aux recommandations de la HAS sur l'autisme à l'âge, enfin, pour les enfants et les adolescents. Bon. Rendre opposable des recommandations de la HAS, c'est-à-dire leur donner force de loi, c'était aller complètement à l'encontre de la liberté de prescription des médecins. Parce que ça voulait dire que pour d'autres pathologies, la HAS pouvait dicter aux médecins leur façon de procéder. On a donc lancé à partir de là une pétition pour la liberté, une pétition de médecins pour la liberté de prescription
des accompagnants et la liberté de choix des familles. Et alors qu'au départ, le projet de loi du député Fasquelle avait été signé par 94 députés, et pas des moindres, il y avait Nathalie Kosciusko-Morizet, il y avait Bernard Accoyer, qui était l'ancien président du Parlement. Bon, il y avait des personnes très connues comme ça. Au moment du vote, quelques semaines après le lancement de notre contre-offensive, il y a eu à l'Assemblée nationale un seul député pour soutenir la proposition. Et là, ça nous a montré qu'on peut agir, que ce qui paraît être dans l'air du temps et être une vérité unique et obligatoire, qu'on n'est pas forcé de s'y plier, et qu'en réunissant des personnes, des parents, des professionnels qui ont une autre approche des autismes, une approche plus humaine, plus diversifiée, on peut faire évoluer les choses. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Sadoun. Donc, on voit bien, vous nous avez rappelé qu'en effet, il y avait des autismes et donc il y avait des approches plurielles, qu'aucune science ne pouvait être, ou qu'aucune démarche ne pouvait être totalisante, c'est-à-dire supposer qu'à elle seule, elle aurait une réponse absolument parfaite et qui ne donnerait plus lieu à critique. C'est-à-dire critique, je donne là une connotation intellectuelle, c'est-à-dire une analyse critique, tout à fait. Je tiens aussi à rappeler que vous nous avez exposé vos arguments et votre position et que, comme je l'ai dit ce matin, l'ESPE étant un lieu de réflexion intellectuelle lié à la formation professionnelle des enseignants, j'inviterai bien évidemment des tenants de la méthode ABA pour qu'ils puissent nous expliquer leur démarche et qu'on puisse aussi puiser ce qui serait censé nous intéresser. Merci beaucoup.